figurait parmi les meilleurs. Quand vous apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, mais le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux. De l'animal royal vous avez le sang bleu, et les rois du football c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien, alors ce soir on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager, tous ensemble décidons de chanter. Allez Sochaux, allez, allez. Oui, allez Sochaux, bienvenue dans votre émission Soyons Sport de 18h à 20h ou 19h30, cela va dépendre si on fait les prolongations ou pas. C'était un match de coupe ce soir car il y a véritablement un beau programme. On va revenir sur la Coupe d'Europe qui aura lieu cette semaine pour nos clubs français, que ce soit en Champions League ou en Europa League. On reviendra bien évidemment sur la journée en Ligue 1 avec quelques rebondissements et beaucoup de buts, surtout ce dimanche. On va revenir également sur ce qui s'est passé en Ligue 2 avec la page consacrée bien évidemment au Football Club Sochaux-Montbéliard qui était en déplacement du côté de la région parisienne au Paris FC d'un certain Mecha Bazdarevic. Et ça a fait match nul 0 partout. Justement, on entendra les différentes réactions et vos réactions, on l'espère, au 03 81 50 67 51. On va parler également National 3 avec ce qui s'est passé justement dans le groupe des équipes comtoises. On parlera également National 2 avec nos 3 clubs franc-comtois. On reviendra également sur du foot féminin car on était du côté de l'US Saint-Vite en Coupe de France face à Solongé ce dimanche. Et on parlera également handball car il s'est passé aussi des choses du côté du handball avec le grand Besançon Doux Handball. Le SBF, elle faisait relâche car elle avait joué ce mercredi contre Toulon. Et on reviendra également sur du basket avec le Bezac. Eh bien, c'est un joli programme. Bonsoir Fred. Salut Fred et bonsoir à tous. Comment ça va? Bon, ça va. Parfaitement bien. Parfaitement. En forme. En forme, oui. 1h30 de pur bonheur. Oui, un peu plus d'une heure, presque 2 heures, on va dire, de bonheur. Ah, de pur bonheur, oui, t'as raison. Sportif et puis... Exactement, car le sport, c'est du bonheur. Alors, vous pouvez nous écouter, bien évidemment, sur le 99.5. Vous pouvez nous écouter également sur Internet. Donc là, pas d'excuses, vous pouvez nous écouter dans le monde entier. www.radiochalombesançon.com. Vous pouvez et vous devez surtout nous appeler au 03 81 50 67 51. Car évidemment, cette émission n'est rien sans vous pour vous exprimer. Pour que précision qu'il faudra plus téléphoner plus en deuxième partie d'émission à partir qu'on parle. Oui, après, les gens, si les gens veulent parler de la Ligue 1, après, oui, voilà, ils peuvent réagir en direct de la Champions League, des Coupes d'Europe. Vous pouvez réagir en direct. T'as donné le à la bouche, on commence justement par la Ligue des Champions. On va commencer par la Ligue des Champions avec l'hymne qui va bien. Allez, on le remet à chaque fois car on l'adore cet hymne.
Oui, la Ligue des Champions, qu'il est beau, c'est team qu'il est beau. On va encore se régaler cette semaine. Bon, on va espérer que ça sera une meilleure semaine que la dernière fois, car c'était une série noire pour les clubs français, que ce soit en Champions League ou en Europa League. Leur dernière carte à abattre pour les 3 clubs en lice. Quoi. Ils n'ont pas le choix, il va falloir qu'ils se rattrapent et surtout qu'ils se sauvent. Pour les 8e de finale au printemps prochain. Quoi. C'est ça, et on va commencer avec le Paris Saint-Germain qui se déplacera du côté du Napoli. Ça va être un gros match car Naples a cartonné encore ce week-end. Je crois que c'était face à Empoli, je crois qu'il gagne 5-1. Si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, Fred va me dire ça tout de suite. Ensuite, ça sera à partir de 21h, donc ce mardi 6 novembre, l'équipe parisienne avec Ancelotti qui a déjà, qui prévient déjà le PSG. C'est vrai que les Parisiens. Il a déjà entraîné au passage. Oui, bien sûr, il a déjà entraîné le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que l'entraîneur du club italien, Carlo Ancelotti, a affiché son optimisme concernant l'état d'esprit de son groupe. Voilà ce qu'il dit. J'ai la sensation qu'on va faire un grand match. Je l'avais déjà dit après le match face à Empoli. C'est ça. T'as pas besoin de chercher. 5-1, c'est bien ça. Je m'étais pas trompé. Je sens un groupe qui s'applique, des joueurs qui suivent une idée. Ça augmente mes responsabilités parce que si je me trompe, ils vont aussi se tromper. Il n'y a jamais de bon moment. Les grandes équipes ne sont jamais faciles à affronter. Nous voulons répéter la prestation du match aller. Et nous, mais si nous on va y arriver. Mais si nous descendons, on va mettre toutes les syllabes et les voyelles dans le bon sens. Mais si nous ne descendons pas sur le terrain avec la même attitude, le match sera encore plus difficile. Nous devrons faire encore mieux que ce que nous avons montré au match aller. Nous n'avons pas été récompensés au niveau du résultat, mais ce n'est pas un hasard. Nous avons pêché dans la concentration sur plusieurs phases de jeu. Pour gagner, il faudra faire un match extraordinaire. Bon, Paris, en tout cas, si Paris n'était pas prévenu, ils le sont. Paris est prévenu pour demain. Il n'y a pas le choix. De toute façon, il faut que Paris s'impose. Et je pense que dans ces matchs-là, je pense que le Paris Saint-Germain est capable de hisser son niveau de jeu. Mais attention, car cette équipe de Naples m'a vraiment surprise au match aller. Ils sont 3e à égalité de points avec l'Inter de Milan et à 6 points de la Juve qui est en tête. C'est ça, en termes de résultats, c'est vrai qu'ils font une très bonne saison. Mais en termes de jeu, en tout cas, c'est une équipe qui est très belle à voir jouer en tous les cas. Et bien évidemment, avec le renfort de Carlo Ancelotti sur le banc, elle était déjà. On va dire qu'ils font des saisons régulières. C'est régulier leur Oui, saison. c'est régulier. Puis ils prennent des bons entraîneurs. Donc forcément, les résultats viennent. En tout cas, on espère pour cette équipe parisienne qu'elle obtiendra un bon résultat du côté du Napoli. Il y aura un deuxième match mardi 6 novembre. Mais lui, ça sera un petit peu plus tôt pour le compte de cette 4e journée en Ligue des Champions. À 18h55, Monaco recevra le FC Bruges. Donc le Monaco de Thierry Henry n'a plus guère de choix. De toute façon, ils sont 4e Monaco. Ils vont se battre sans doute pour accrocher l'Europa League avec le FC Bruges. Le FC Bruges a un point également, mais est 3e. Il y a juste une différence de but de -1. Donc Monaco est prévenu. Monaco doit absolument battre le FC Bruges. Et il y aura encore une journée. Après, Monaco ira à Madrid et Monaco recevra le Borussia Dortmund. Donc si le Borussia... Les 2 derniers matchs, ça va être... Oui, mais c'est vrai que le Borussia Dortmund a déjà 9 points. Bon, si le Borussia ira du côté de l'Atlético Madrid, ce sera le deuxième match. Je ne sais pas si je vous ai donné l'autre de Paris. C'est Liverpool qui se rendra du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Je ne sais pas si je vous l'avais donné. Donc, il va falloir que Monaco cravache parce que encore ce week-end, on verra ça en Ligue 1. Ça ne s'est pas très bien passé pour les hommes de Thierry Henry. Au passage, le FC Bruges a fait match nul en championnat ce week-end du côté de Genk. C'est une info. Merci Fred. Allez, on va partir du côté de Lyon. Et le FC Bruges est 2e du championnat belge en ce moment. Comme ça, c'est très complet. Derrière Genk, justement, en plus. Derrière le Racing Genk. Parfait, on va continuer avec la rencontre qui aura lieu, la rencontre qui nous concerne, c'est l'Olympique lyonnais ce mercredi 7 novembre, toujours pour le compte de la 4e journée. Lyon recevra le club allemand d'Offenheim. On sait que Lyon avait fait 3 buts partout du côté d'Offenheim. Dommage car les Lyonnais à quelques minutes de la fin avaient 3 points dans l'escarcelle. Mais ils ont cédé en fin de rencontre et ça sera à partir de 21h. Alors l'autre rencontre, ça sera pareil à la même heure, 21h. Manchester City recevra le Shakhtar Donetsk. Tu avais une info Fred à me faire parvenir? Regardez le résultat d'Offenheim. Ils ont gagné 4-1 sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce week-end. Le Bayer Leverkusen, 4-1. En tout cas, c'est un bon résultat. Et Offenheim est 7e avec 16 points. À 8 points du Borussia Dortmund, le leader.
C'est ça, donc il va falloir que Lyon s'arrache dans cette partie s'ils veulent s'imposer face à Offenham, qui a une très très belle équipe qui n'arrête pas d'attaquer de la première à la 90e minute de jeu. Ils n'ont jamais de temps mort, cette équipe, donc ça va être, attention, ça va être encore compliqué pour cette équipe de Lyon, qui n'est pas forcément en confiance en ce moment, on le verra en championnat tout à l'heure. On parle un petit coup d'Europa League dans le groupe C, c'est le groupe de Bordeaux, ce jeudi 8 novembre à partir de 21h. Bordeaux recevra le Zénith Saint-Pétersbourg, toujours pour le compte de la 4e journée. Et à la même heure, le Slavia Prague recevra le FC Copenhague. Bordeaux est pour le moment 4e avec la bulle, 0 points. Donc, il n'y a pas le choix, il faut absolument gagner pour eux s'ils veulent faire quelque chose. Mais bon, en cas de défaite, c'est terminé. Bordeaux sortirait de cette Europa League. Avec l'Olympique de Marseille, cette fois-ci, pareil, jeudi 8 novembre, pour le compte de la 4e journée. Mais là, ça sera à 18h55. Marseille sera du côté de la Lazio de Rome. Marseille est pour le moment 3e. Ils ont fait de la Lazio. Oui, vas-y, regarde ce qu'a fait la Lazio ce week-end. Avec Marseille qui est 3e pour le moment à 1 point. Avec 4e l'Apollon Limassol à 1 point également. Et la Lazio de Rome est 2e avec 6 points. Donc Marseille doit s'imposer du côté de la Lazio de Rome. Ça sera pas encore facile. Vu le résultat qu'il y a eu ce week-end en championnat, on en reparlera tout à l'heure également. C'était dur pour l'OM, on en reparlera. Mais là, surtout que la Lazio a gagné 4-1 ce week-end. Non, bon, que des cartons. Hein. C'est pas forcément... Enfin bon, s'ils sont vraiment en surconfiance, qu'on va dire. Bon, je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais bon, s'ils sont vraiment en grosse confiance, bon, ils pourront peut-être faire quelque chose, mais il faut que les clubs français jouent à leur juste niveau. Et ils veulent jouer la Coupe d'Europe tous les ans. Maintenant, il faut la jouer quand on est dedans, mais c'est vrai que c'est compliqué pour cette équipe de Marseille en ce moment. La Lazio est 5e avec 21 points, 10 points de la Juve, 10 points de leader qui est la Juve. Donc, allez, on va s'intéresser. Oui, on va s'intéresser cette fois-ci au dernier club français, c'est Rennes, dernier club français qui... On va pas dire qu'ils font de superbes résultats, mais en tous les cas, qui est 3e pour le moment avec 3 points et qui a encore une chance de se qualifier. Avec Astana premier 5 points, le deuxième Dynamo Kiev 5 points. Et justement, Rennes ira jouer ce jeudi 8 novembre à 18h55 pour la 4e journée également du côté du Dynamo Kiev, alors que Astana recevra Jablonec qui est actuellement en dernière position avec 2 points. Eh bien, on espère que les Rennais de Sabri Lamouchi, qui ont obtenu un bon résultat ce week-end, on en parlera tout à l'heure dans la partie Ligue 1, on espère qu'ils ont engrangé de la confiance pour aller s'imposer du côté du Dynamo Kiev, le Dynamo Kiev qu'ils avaient battu chez eux au match aller. C'était il y a 15 jours. Dynamo Kiev qui a perdu sur la pelouse du Shakhtar Donetsk, 2-1. Ouais, c'était vraiment le gros match du championnat là-bas. Le championnat ukrainien. Bon, on verra si Rennes... Dynamo est 2e du classement derrière justement le Shakhtar Donetsk, justement. Eh bien, en tous les cas... C'était un match au sommet du championnat ukrainien ce week-end. C'est ça, c'était le match au sommet du côté du championnat ukrainien, comme tu le rappelais. Eh bien, on va s'intéresser cette fois-ci... On va retenir en France maintenant. Ben oui, on va revenir vers notre bonne vieille Ligue 1 avec la 12e journée. C'était ce week-end, mais avant, eh bien, il y a forcément le petit générique qui va bien. On commence cette 12e journée avec le premier match qui avait lieu donc ce vendredi. C'était le Paris Saint-Germain qui recevait Lille, donc le premier contre le deuxième. Et c'est pourtant le Paris Saint-Germain qui va marquer un beau but par Kylian Mbappé à la 70e minute de jeu. Avant que Neymar, à 4e minute, ne double la mise pour cette équipe parisienne. Nicolas Pepe va... je sais jamais si c'est Pep ou Pépé. Vas-y Fred. C'est Nicolas Pepe. Pepe, voilà. Oui, c'est ça. À chaque fois, je confonds. À chaque fois, je cherche. C'est vrai qu'il y a Alexandre Pep du côté du Racing Besançon. Et à chaque fois, je cherche un petit peu. Donc, c'est Nicolas Pepe. Allez, on va l'imprimer cette fois-ci.
Nicolas Pepe, qui à la 90e minute de jeu sur penalty, va réduire le score. Mais c'est cette équipe parisienne qui va prendre une nouvelle fois les points. Et c'est un record pour le moment, 12 journées, 36 points. Donc record battu. On va parler de la rencontre du PSG et justement après on parlera d'autres choses, vous allez voir, en rapport avec le Paris Saint-Germain et d'autres clubs aussi également. Pour Thomas Tuchel, on va entendre sa réaction. C'est un beau record au niveau européen. Après, on lui parle de guerre avec Naples. Il n'est pas ce mot guerre, moi non plus d'ailleurs. Je vois pas ce que le mot guerre a à voir avec le football. Et Christophe Galtier qui lui dit le PSG, c'est vraiment trop fort. Oui, et c'est incroyable parce que 12 fois, c'est incroyable, magnifique d'avoir le record d'européenne. C'est magnifique aussi, mais la façon comment nous avons joué était vraiment extraordinaire et je suis super confiant et souffrant, content avec l'esprit, avec notre énergie et notre performance. Aujourd'hui, oui. Clairement oui, et nous avons travaillé dur ensemble et contre une équipe qui est peut-être une des meilleures équipes en contre-attaque. Super difficile, mais nous avons contrôlé le match de 40-20 minutes et avec structure, avec qualité, et c'était vraiment un grand match. La meilleure façon? Oui, c'est la meilleure façon, oui, parce que ça c'est bien pour notre confiance et pour la confiance entre le staff et l'équipe et ça c'était vraiment extraordinaire et nous sommes prêts maintenant, c'est sûr. Oui, c'est oui, c'est terminé, c'est fini et il a montré une bonne réaction à Marseille. Et nous avons parlé et après ça, c'est fini. Je n'aime pas ce mot, c'était un match. Italien, Ah oui, mais je n'aime pas ça parce que ça c'est une chose très très sérieuse et nous jouons un jeu et c'est comme ça et c'est super important pour nous et pour notre défi ou pour notre challenge et le groupe est très 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 difficile et pour ça, mais c'est pas en guerre, mais je sais qu'il veut dire, c'est émotionnel, et c'est avec... Oui, footballistique. Oui, footballistique, mais pas en guerre. Non, ça a été vraiment le plus compliqué pour nous. Quand Paris, en dehors des individualités et les buts qu'ils ont marqués, notamment le but de Kylian est un but exceptionnel, il n'en reste pas moins qu'ils ne nous ont pas laissé 2 secondes, 3 secondes pour respirer à chaque fois qu'on a voulu, qu'on a gagné le ballon, parce qu'on a assez bien défendu et que quand on a voulu ressortir ou alors être dans la transition, être sur le second ballon, ils ont mis une telle détermination, une telle intensité qu'on n'avait pas 3 secondes pour respirer et à force, évidemment à force de subir ce pressing, ce harcèlement, à ce moment vous perdez un peu d'énergie, vous perdez beaucoup d'énergie et pour bien attaquer c'est difficile. C'est un score 2-1, mais on le prend comme il est, mais voilà, Paris a été ce soir Paris a été très 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 fort. Oui, ce soir Paris a été plus fort que Lille, bien évidemment. Alors, vous savez qu'en marge de ça, il y a eu une petite affaire qui a concerné un des joueurs de Paris. Tu es au courant, Fred ? Avec Marco Verratti. Marco Verratti, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Marco ? Je suis pas trop au courant de ce qui s'est passé. Ah bon, il s'est fait prendre en état d'ébriété. Il a fait, je crois, quelques heures de garde à vue et on va l'entendre car il s'est excusé auprès des supporters car, bien évidemment, quand on est un joueur de football professionnel, il faut montrer l'exemple. Vous allez écouter justement son témoignage. C'était un peu dur, j'ai passé un peu de 3 jours difficiles. J'ai fait une bêtise, j'ai fait une erreur. Je pense que ce sont des choses qui ne doivent pas arriver, mais qui peuvent passer à tout le monde. Le footballeur pas. Et je me suis excusé déjà le matin quand je suis arrivé ici. Avec les coachs, avec le club, j'avais dit à mes coéquipiers qu'il me s'était passé ça. Je m'excuse, j'espère qu'il me va servir d'expérience. J'ai des enfants, je pouvais dire à les enfants comme ça qu'il m'arrivait des choses qu'il ne faut pas les faire eux.
Et je m'excuse aussi avec les supporters. Je sais que j'ai une image à tenir, que c'est important. Mais la chose sûre que dans le terrain, je donne toujours le 100%. Et là, je donnerai encore plus parce que je sais que j'ai quelque chose à me faire pardonner. Et oui, il a quelque chose à se faire pardonner, Marco Verratti. Eh bien, cette fois-ci, on va s'intéresser à quelque chose qui concerne le Paris Saint-Germain et quelques clubs aussi également. C'est le fair play financier. Est-ce que tu sais ce que c'est, le fair play financier ? C'est vrai qu'on entendait souvent parler avec le PSG du fair play financier, qui a surtout concerné les... Alors oui, il y a eu quelque chose avec les fameux Football Leaks que en tout cas le groupe de presse, on pourrait peut-être pas dire comme ça, Mediapart on va dire, Mediapart a mis au jour, a fait une enquête et a révélé un montage financier, non seulement peut-être pour le Paris Saint-Germain, mais également pour l'AS Monaco, justement pour contourner ce fair play financier de l'UEFA. Bon, pour Monaco, ça concernerait 2014. Alors, dans un communiqué officiel, le club de la principauté, a tenu à réagir. Voilà la version officielle du club. Donc le club dément fermement avoir contourné le fair play financier au travers d'un contrat noué avec une agence marketing, contrairement à des fausses affirmations publiées par des médias français et européens. Les articles publiés comportent de fausses informations et de nombreuses inexactitudes. Le club a bien espéré développer ses ressources commerciales et sponsorisées au travers d'un contrat avec l'agence AIM. L'AS Monaco tient à préciser que ce contrat comprenait les ressources marketing sponsoring, mais également tous les revenus liés à la Ligue des Champions. L'agence devait en fait trouver 30 millions de ressources supplémentaires, mais ce contrat s'est avéré malgré tout trop ambitieux et irréalisable, n'a jamais été exécuté et à ce titre n'est jamais entré dans les comptes du club ni pour la DNCG ni pour l'UEFA. Et c'est à l'initiative du club lui-même. Il n'a donc à aucun moment pu servir à être utilisé dans le cadre du fair play financier. Concernant les sanctions de l'UEFA, Monaco a également réalisé une mise au point. Voilà ce qu'ils disent. À l'étude de ces comptes déficitaires sans prise en compte de ce contrat marketing, l'AS Monaco a été sanctionné par l'UEFA de 3 millions d'euros, plus 10 avec sursis de sanctions sportives. Le club a été contraint de choisir une stratégie alternative fondée sur la vente de joueurs afin de trouver les ressources nécessaires à son fonctionnement, dans le respect des règles du fair play financier. Ce sujet justifie une nouvelle fois la politique actuelle qui est la seule stratégie viable économiquement pour l'AS Monaco et respectueuse des règlements. Alors, est-ce que c'est la fin de l'affaire ? On verra ça. Et le Paris Saint-Germain est lui aussi dans cette tourmente. Mais après, on peut s'interroger sur différents aspects. On entend parler en ce moment de ligue fermée avec plusieurs gros clubs qui voudraient justement faire une ligue entre eux, qui serait indépendante de l'UEFA. Donc je ne sais pas comment ça va pouvoir s'enregistrer, mais ça va être très compliqué. Le Paris Saint-Germain, lui, a déjà dit qu'il se mettrait en retrait de cette ligue. Alors, est-ce que c'est à cause de ce retrait que maintenant il y a des enquêtes, il y a un tas de trucs, donc on ne sait pas et on va justement voir un peu ce qu'est le fair play financier, mais tout d'abord ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain et ensuite on écoutera justement le sujet réalisé par nos confrères de Mediapart. Le Paris Saint-Germain va devoir faire un trait sur son contrat de sponsoring avec l'Office du tourisme du Qatar, ce fameux contrat qui, selon les documents Football Leaks, serait indûment surévalué à 145 millions d'euros. La même enquête révèle que l'UEFA a demandé de ne pas renouveler cet accord lorsqu'il expirera le 30 juin prochain. L'UEFA a été obligée de rouvrir une enquête suite à l'achat de Neymar et de Mbappé, parce que là c'était vraiment trop gros. La moitié de l'Europe du football s'était plainte. Et encore une fois, ils n'ont pas sanctionné le PSG, donc le PSG a été blanchi. Mais par contre, ils ont imposé au PSG d'arrêter ce contrat. Et c'est une véritable catastrophe pour le PSG. Une catastrophe d'abord financière. Le club va devoir compenser cette perte de revenus, sachant qu'avec les arrivées de Neymar et Mbappé, le PSG doit trouver 160 millions d'euros de plus pour équilibrer ses comptes. Le PSG doit dégager dès la saison prochaine 300 millions d'euros d'intérêt pour rester dans les clous du fair play financier. Auquel cas, c'est sanction. Et comme ils ont un passif, ils ont déjà été sanctionnés, il y a déjà une enquête en cours auprès de l'UEFA, le risque, il existe, c'est la suspension, l'élimination de toutes les compétitions européennes. La direction du Paris Saint-Germain dit ne pas apprendre grand-chose. Cette obligation de stopper la collaboration avec Qatar Tourism Authority lui a été signifiée en juin dernier, mais le club ne semble pas vouloir en rester là et dénonce les règles du fair play financier. Je pense que les règles de l'UEFA, d'abord, elles ne permettent pas l'investissement. C'est quand même le seul secteur en Europe où un investisseur, un actionnaire n'est pas libre d'investir autant qu'il le souhaite pour rattraper le retard d'un petit groupe bien établi qui se partage
les titres et les phases finales de Ligue des Champions depuis une quinzaine d'années. Pour l'heure, c'est un coup de massue pour le PSG qui, s'il doit effectivement trouver 300 millions d'euros d'ici l'été prochain, risque de devoir se séparer de l'une de ses vedettes. Bon, ça va être compliqué. Vous allez écouter tout de suite l'article vidéo, en tout cas réalisé par nos confrères de Mediapart. Est-ce que vous auriez acheté une maison 77 fois plus cher que son prix réel? Vous auriez senti que quelque chose clochait. Pourtant, c'est un peu le genre de contrat qu'a passé le Qatar avec le PSG. L'Émirat achète le club en 2011. L'année suivante, le Qatar, via son autorité touristique QTA, signe un contrat avec le PSG pour assurer la promotion du pays. À l'époque, les plus gros contrats de sponsoring des grands clubs européens valaient environ 30 millions d'euros par an. Mais QTA offre plus, beaucoup plus, 215 millions d'euros par an. Pour une telle somme, on imaginerait voir le nom de l'Émirat absolument partout. En fait, non. Le Qatar obtient très peu de contrepartie. Pas de pub sur le maillot, pas de pub dans le stade, juste une toute petite tournée promotionnelle par an. Pour 215 millions d'euros. L'UEFA, la Fédération européenne de foot, ouvre une enquête. 2 agences indépendantes ont scruté ce qu'obtenait le Qatar et ont estimé que le contrat valait beaucoup moins. L'agence la plus favorable au PSG avance le prix de 2,8 millions d'euros, soit tout de même 77 fois moins cher. À ce stade, 2 possibilités. Soit les Qataris sont de très mauvais négociants, soit ces contrats cachent quelque chose. D'autant plus que certaines des petites contreparties promises par le PSG n'arrivent pas. QTA devait avoir sa loge privée de 15 places VIP au Parc des Princes. Mais du jour au lendemain, le PSG lui enlève 10 sièges. Et le match amical qui devait se dérouler en 2014 à Doha, la capitale du Qatar, se joue finalement à Marrakech. Selon l'enquête menée par l'UEFA, ce contrat cache bien quelque chose. Une nouvelle forme de dopage, un dopage financier. Au total, les sponsors qataris ont versé 1,3 milliard d'euros au PSG. Selon cette même enquête, si les contreparties étaient si minces, c'est qu'elles étaient un moyen d'injecter des millions à fonds perdus dans le PSG. Le but, que le club puisse vivre au-dessus de ses moyens. Pour sa défense, le PSG met en avant qu'il s'agit de nation branding, lorsqu'un pays paye pour promouvoir son image. Un type de contrat inédit pour un club de foot. Selon le PSG, il est donc impossible de le comparer aux autres contrats de sponsoring. D'après l'enquête de l'UEFA, le Qatar cherchait en fait à contourner la règle du fair play financier. Cette règle de l'UEFA empêche les dépenses excessives des clubs. Ceux qui sont qualifiés en Ligue des Champions ou en Ligue Europa ne doivent pas dépenser plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Du moins, en théorie. Alors qu'il risquait une possible exclusion de la Ligue des Champions, le PSG y échappe. Pourquoi ? Pour le savoir, regardez l'épisode 2. Tout Football Leaks, c'est seulement sur Mediapart. Oui, il faudra regarder l'épisode 2 qui est actuellement, il me semble, sur Mediapart. Donc ça vous donne déjà une petite idée, forcément des démontages financiers ou pas. Chacun se fera son idée. On va reprendre notre Ligue 1 et on va s'intéresser aux rencontres qui avaient lieu ce samedi avec tout d'abord à 17h l'Olympique lyonnais qui sera en lice face à Hoffenheim cette semaine et Bordeaux qui lui sera aussi en lice du côté du Zénith Saint-Pétersbourg s'affrontait du côté du Parc OL. Et c'est finalement une rencontre qui s'est soldée par un match nul, un but partout. C'est pourtant Oussem Aouar à la 45e minute de jeu qui avait ouvert le score pour cette équipe lyonnaise. Et c'est ensuite Cornelius, l'attaquant des Girondins de Bordeaux, qui va réduire le score à la 73e minute de jeu. On va écouter la réaction de Bruno Genesio, l'entraîneur de Lyon, qui lui dit tout simplement c'est une contre-performance. Et Jimmy Briand, on aurait peut-être pu prendre les 3 points. Ah oui, c'est une contre-performance en termes de résultats bien sûr, mais aussi en termes de contenu surtout. Parce que parfois il y a des résultats contraires, mais il y a du contenu, il y a des motifs de satisfaction. Ce soir il n'y en a quasiment pas, si ce n'est peut-être le bon retour de Nabil. Si vous avez vu le match comme moi, c'est difficile de trouver quelque chose qui peut me plaire. Je crois que ça a
certainement le plus mauvais match depuis très très longtemps. Il n'y a rien eu dans notre match. Ni avec ballon, ni sans le ballon. Donc c'est presque miraculeux qu'on s'en sorte avec un tel score. Comment tu l'expliques justement ? Ça, c'est après un match, c'est toujours difficile de l'expliquer à chaud et prendre toujours du recul. Ce qui est sûr, c'est que il faut maintenant passer à la préparation du match d'Offenheim, c'est ce qui est le plus important. On sait qu'on est capable de passer à des matchs parfois moyens, voire pires, à des très bons matchs. Donc on va s'atteler à ça pour mercredi montrer un autre visage et afficher un autre état d'esprit. Je pense qu'un point ce soir, c'est le minimum qu'on pouvait avoir. C'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu prendre les 3 points ce soir. Ouais, bien sûr, il y a des regrets et c'est vrai que ressortir d'un match à Lyon et se dire qu'on a le regret de ne pas avoir gagné, c'est une bonne chose une bonne base pour travailler. Donc à nous de répéter ça pour rester en haut. C'est qu'on a osé aller les contrarier, les presser. Et du coup, on a récupéré beaucoup de bons ballons qu'on a plutôt bien exploités. Après, il aurait fallu être encore plus efficace devant pour prendre les 3 points. Ben oui, il aurait fallu être efficace, c'est-à-dire donc marquer des buts pour Jimmy Briand et les Bordelais. Je vous ai pas donné le classement, je le donnerai après. Je vais juste vous dire que Bordeaux est 11e avec 15 points, alors que cette équipe lyonnaise est 4e avec 21 points. On va s'intéresser cette fois-ci aux rencontres qui avaient lieu toujours ce samedi, mais à partir de 20h. Alors la première, du côté du Stade de la Méno avec Strasbourg qui recevait Toulouse. Toulouse en manque de confiance et surtout en manque de points, avait besoin de se rassurer. Et c'est ce qu'ils ont fait, en tout cas les hommes d'Alain Casanova, en allant faire match nul, 1 but partout. C'est pourtant Lebo Motiba, 51e minute de jeu, le Strasbourgeois qui ouvre le score pour le Racing. Et ensuite, c'est Toulouse qui va égaliser par Max-Alain Gradel à la 72e minute de jeu. Bon, ça met un coup de frein à une série négative du côté de Toulouse. Et ça fait du bien dans les têtes. C'est justement ce que va dire Baptiste Rennes. Ce n'est pas beau à voir, mais c'est bon. C'est bon. On savait qu'il viendrait pour défendre. C'est ce que justement disent les Strasbourgeois Benjamin Cornier et Kevin Zoe. On va écouter leur réaction tout de suite. On savait avant le match que ça allait se passer comme ça. Après, peut-être pas autant, mais on savait qu'ils allaient venir pour défendre. Après, dans un match comme ça, le plus dur, c'est vraiment d'ouvrir le score. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et après, on aurait dû dérouler, marquer ce deuxième. Et voilà, c'est vrai que c'est très frustrant ce résultat, parce qu'il y avait vraiment moyen de prendre les 3 points. Après, on continue notre série, donc c'est ce qu'il faut essayer de se dire ce soir. Malgré leur mauvaise série, ils ont des joueurs qui ont de la qualité. On l'a vu ce soir avec le coup franc notamment. On était préparé à ça, on savait qu'il fallait pas faire la moindre erreur. Malheureusement, on en a commis une ce soir. C'est une petite erreur qui coûte cher, mais c'est pas grave. Comme je le dis, c'est pas grave. On va continuer à bosser et essayer d'engranger le maximum de points avant la trêve. On travaille tous ensemble en semaine pour pouvoir faire ce genre de résultats-là. Et je pense qu'on va continuer à bosser comme ça et rester sur cette dynamique. Essayer de ne pas perdre de match à l'extérieur surtout. Oui, on va dire que c'était pas beau, mais c'est bon. Donc voilà, on avait à cœur d'enrayer cette spirale qui était négative depuis quelques matchs. On prenait énormément de buts et voilà, ce soir on était venu avec l'intention de bétonner tout d'abord et puis après d'exploiter les failles strasbourgeoises. Et malgré leur ouverture du score, on a continué à bétonner et on pouvait marquer que sur coup de pied arrêté, et ça a été le cas. Donc voilà, ça n'a pas dû être un super match à regarder, pas bien agréable, mais nous ça nous fait du bien pour le moral et la confiance de repartir d'ici avec un point. Et c'est bien le principal pour Baptiste Rennais et ses Toulousains. Ça fait du bien au moral, bien évidemment. On va s'intéresser cette fois-ci à d'autres rencontres qui avaient lieu toujours ce samedi avec l'équipe de Thierry Henry, c'est-à-dire Monaco, qui se devait d'aller faire un résultat du côté du stade de Reims. Ils n'avaient pas forcément le choix. Bon, après, on a toujours le choix, mais bon, une victoire aurait été très très bonne pour cette équipe de Thierry Henry et finalement ça ne s'est pas fait. C'est Reims qui va s'imposer 1-0. Un but du jeune Mathieu Cafaro à la 24e minute de jeu. Un seul petit but dans cette rencontre fait le bonheur des hommes de David Guyon. Et c'est le Thierry Henry de Monaco qui fait un peu grise mine à la fin de cette partie. On va écouter la réaction justement du jeune Mathieu Cafaro, buteur.
Un but à la Thierry Henry d'ailleurs, si vous regardez ce match, Thierry Henry en a mis beaucoup des comme ça. Et vous allez voir ce qu'il dit, justement, ce qu'il répond aux journalistes quand on lui pose la question de la façon dont il a inscrit ce but à la Thierry Henry. Et Thierry Henry, justement, à la fin du match, on ne balance pas devant, on se fait des passes dans la surface. C'est un reproche qu'il fait à son équipe. C'est vrai, quand on arrive à la 88e, 87e, même 85e, on commence à balancer de longs ballons dans la surface adverse. Et il a trouvé que son équipe faisait encore des passes derrière, jouait un petit peu tranquille alors qu'il perdait 1-0. On va justement les écouter. Que Hendrix il est pas là, du coup je décide de faire l'appel. Rémi me met un super ballon et j'ai qu'une idée en tête, c'est aller au but et essayer de marquer. J'ai marqué, je suis heureux et voilà, j'ai permis à l'équipe de gagner et je suis très content. Vous l'enroulez un peu la Thierry Henry? Comment? Vous l'enroulez un peu la Thierry Henry? Ouais, c'est un clin d'œil pour lui alors, mais il faut pas lui dire. Merci, bravo. Après, concours de circonstances où je pense que c'était pas au niveau du jeu mérité de se retrouver dans ce genre de situation. Ils avaient quand même eu plus d'occasions que vous, Reims. Je peux terminer? Merci, c'est gentil. On s'est retrouvé dans une situation où on s'est retrouvé à 11 contre 10. Et là, au lieu de gérer cette situation bien, on s'est puni nous-mêmes. Parce que la deuxième faute, je pense qu'est évitable. Et comment vous analysez que vous n'ayez pas eu une seule occasion aujourd'hui, que vous n'ayez pas réussi à mettre en danger Reims, justement? Après avoir marqué ce but, ça a été vraiment difficile. On a l'occasion quand même que sort Mendy, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça fait quand même déviation de Falcao. C'est une occasion. Vous l'avez pas compté celle-là? Si, je la compte. Pardon, moi je la compte. En ce moment, je les compte. Oui, donc il y a eu une occasion. Et eux, ils en ont pas eu beaucoup, quand même. Ils en ont eu 3 quand même avant le but. La déviation, vous comptez comme ça dans les bras quand même? Oui, la première, le gardien quand même facile. Enfin, mais vous comptez pas celle de Falcao? Alors une pour Monaco. D'accord, c'est gentil quand même. Donc voilà. Non, nous on cherche quand même ces occasions-là. Je pense qu'il y a des moments où on a essayé de faire des choses qui étaient bien, mais après comme on s'est puni après en deuxième mi-temps sur cette occasion et des trucs à la fin par exemple que je trouve assez logique. Il reste 1 minute de jeu et on continue à se faire des passes aux alentours de la surface. Quand c'est assez logique, il faut quand même mettre la balle dans la surface. Oui, il faut quand même mettre la balle dans la surface. Je suis tout à fait logique avec Thierry Henry. Oui, Fred. Oui, je devrais signaler à ce journaliste qu'il devrait éviter de lui couper tout le temps à la parole. C'est fort désagréable des fois. Des fois, c'est pas agréable, mais c'était justement pour lui faire. On a même entendu Thierry Henry le recadrer un peu aussi. Oui, c'était pour lui faire part aussi de ce qu'il avait vu sur le terrain. Après, c'est vrai que après Thierry Henry a répondu également. Et en tous les cas, c'était un échange assez sympa, j'ai trouvé. Assez cordial en tous les cas. C'est bien aussi de mettre aussi quelques petites infos. Voilà, pour le journaliste, lui, il n'avait pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'occasions pour Monaco. Après, c'est une interprétation des choses. Lui, c'est vrai que le journaliste de Beansport n'avait pas forcément vu beaucoup d'occasions pour Monaco. Lui, Thierry Henry en avait vu un petit peu plus. Donc après, c'est une histoire sympa quand même entre journalistes de Beansport. Oui, bien sûr, c'est une histoire d'interprétation. Mais ça fait que Monaco n'arrive toujours pas à ouvrir ce compteur victoire. Et pour le moment, oui, on verra tout à l'heure. Monaco, c'est ça, Monaco est 19e avec 7 points, alors que le Stade de Reims, lui, est 8e avec 17 points. On va vers une autre rencontre. On va du côté, on remonte un petit peu plus haut. On va du côté du Stade Malherbe de Caen qui recevait le Stade Rennais. Stade Rennais qui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sera concerné cette semaine par un match européen du côté. Alors la colle. Tu Dynamo sais plus. Kiev, c'est bien Dynamo Kiev, c'est bien, tu suis. Avec Rennes qui va s'imposer, qui va se mettre en confiance justement avant d'aller du côté du Dynamo Kiev. Rennes qui est allé s'imposer 2-1. Rennes qui menait surtout 2-0 avec des buts signés Adrien. Alors j'essaie de me le prononcer, c'est pas bien compliqué. Unou à la 60e minute de jeu. Et le fameux Ismaïla Sarr à la 69e donne un avantage. Vas-y Fred. Il marque souvent Ismaïla Sarr. Oui, c'est un excellent joueur et je pense qu'il ira dans un club ensuite beaucoup plus huppé, sans manque de respect envers Rennes, mais il ira dans un club, je pense, du... a trouvé un de ses je pense qu'il finira dans un club du top niveau européen. Et qui marque à la 69e minute de jeu. À ce moment-là, Rennes mène 2-0 avant que Enzo Crivelli, à la 90e minute de jeu, ne réduise le score pour cette équipe de Caen. Mais c'est trop tard. C'est fini. C'est trop tard. Rennes s'impose 2-1.
On va entendre la réaction de Fabien Mercadal, l'entraîneur de Caen. Et pourtant, lui, il dit « Je le sentais bien en ce début de rencontre, ce match. » Et le buteur, Adrien Hunou, je le prononce bien, on sait ce que l'on vaut, on bosse fort à l'entraînement et ensuite on a des résultats. On les écoute tous les deux. Ouais, je sais pas si on peut quand même leur faire quelques reproches, on peut s'en faire à nous aussi, mais on avait l'impression, en tout cas du banc, d'avoir pris le match par le bon bout. Moi, c'est l'impression que j'avais contre une équipe de Rennes, on le sait, qui nous est supérieure, notamment dans le domaine technique. Voilà, puis on a donné beaucoup, on a mis beaucoup d'énergie pour pouvoir ouvrir la marque, et puis on a raté. On a raté cette situation qui nous a fait très très mal. Voilà, et on a senti dans l'instant où on ratait cette situation-là que c'était un vrai tournant psychologique. On a besoin de... il y a le doute parce qu'on a des résultats compliqués ces derniers temps. Mais on a senti que, au moment où on marquait pas cette situation-là, qu'on ne la mettait pas au fond, le doute s'était amplifié et que ça devenait lourd, et je l'ai senti dès la mi-temps. C'est sûr que c'est une soirée parfaite parce que je voulais avant tout remercier l'équipe. Parce que la victoire est belle ce soir et c'est le plus important. Après, c'est vrai que le petit plus, c'est mon efficacité. Donc c'est vrai que je suis très, très heureux ce soir de pouvoir aider les coéquipiers. Vraiment bien, j'avais pas mal évolué sur cette fin de saison dernière à ce poste-là. J'avais été plutôt décisif à chaque match. Donc voilà, c'est une continuité, on va dire. Et c'est vrai que je suis très heureux ce soir parce que ça m'a permis encore d'engranger de la confiance pour la suite. Non, on sait que forcément on va passer par des situations compliquées dans une saison. Mais voilà, une saison c'est très très long. Et nous on se concentre sur nos objectifs. On fait abstraction un petit peu de tout ce qui est à l'extérieur. On sait ce qu'on vaut, on travaille fort à l'entraînement et on sait qu'à un moment donné ça allait tourner. Mais maintenant, il va falloir confirmer cette belle semaine. Il va falloir confirmer cette belle série du côté d'Adrien Hunou et cette équipe du Stade Rennais. Et oui, c'est ça le plus important, c'est de confirmer notamment à domicile la prochaine fois, car Rennes recevra Nantes. Nantes, on va le voir. Oui, c'est ça, Nantes qui est en forme, on verra, ça fait partie des rencontres du dimanche. On part du côté de l'Alliance Riviera et ça se passe du côté de Nice où l'équipe de Patrick Vieira avait envie d'engendrer un succès face à l'équipe d'Amiens. Eh bien, c'est fait avec un but contre son camp, la 38e minute de jeu de Guano. Oui, Fred, tu veux dire quelque chose ? Ah non, je te voyais faire des signes. Avec Guano qui va marquer contre son camp. Et finalement, ça finira 1-0, mais ça suffit au bonheur de Patrick Vieira et de ses hommes. On va l'écouter justement, Patrick Vieira qui lui dit ce soir on va retenir que les 3 points. Et Christophe Pélissier, lui il a un peu plus de regrets car il dit on a eu plus d'occasions que Nice, mais ce soir il nous manque l'efficacité. Oui, c'est toujours le même problème dans le football et on va les écouter tous les deux. Ça a été très compliqué ce soir. On est tombé contre une belle équipe qui nous a posé énormément de problèmes d'entrée et on a su marquer ce but avec un peu de réussite. Mais ce soir, c'est vrai qu'on n'a pas eu la maîtrise technique et du fait que c'était notre 3e match de la semaine. Mais même si dans l'aspect technique, on a été assez décevant. Je crois que ce soir on a montré autre chose, on a montré beaucoup de détermination, on a montré beaucoup de solidarité, on a vu une équipe qui était bien organisée parce que même si on n'a pas eu le monopole du ballon, on n'a pas subi énormément d'occasions et ça nous a permis de prendre les 3 points. C'était peut-être pas beau à voir, mais on a proposé autre chose et cette autre chose c'est intéressant pour la suite. Ouais, ça nous coûte cher, c'est surtout encore une fois l'efficacité qui nous coûte cher parce que je crois que ce soir, je pense qu'on a autant d'occasions, si ce n'est plus que Nice. À la sortie, but contre notre camp. Et nous, on sent que c'est cohérent ce qu'on a fait ce soir. Certes, on a eu des 20 premières minutes très bonnes, deuxième mi-temps aussi, un creux aussi parce que Nice a poussé. Mais je crois qu'en ce moment, tous nos temps faibles, on les paye cher. Ce soir, un but contre notre camp, on ne voyait pas comment Nice pouvait nous mettre en danger parce qu'on ne voyait pas. Et la sortie, c'est des frustrations énormes entre le match de Nantes et celui-là. Des frustrations pour Christophe Pélissier. Oui, on ne peut pas se mettre à sa place, mais on imagine bien. On va s'intéresser c'est un club qui est tout près de chez nous, du côté de Dijon, c'était la rencontre Dijon-Nîmes au stade Gaston Gérard,
Une rencontre où ça va pas très bien se passer pour cette équipe de Dijon, très mal, car elle a carrément explosé face à des Nîmois avec un état d'esprit remarquable, qui vont marquer par Denis Bouanga dès la 5e minute de jeu. Ensuite, c'est Savanier qui va marquer à la 30e minute sur un excellent coup franc. Ce joueur, il me plaît beaucoup. TJ Savanier, vraiment, c'est vraiment un milieu défensif complet. Il est capable de faire beaucoup de choses. Il a une qualité de passe qui est magnifique. Franchement, un excellent milieu de terrain. Et c'est de nouveau Bouanga à la 65e minute de jeu qui s'offre un doublé avant que Briançon à la 87e minute de jeu ne s'arrache pour marquer. Et ça fait 4-0. L'addition est lourde pour les hommes d'Olivier Dalloglio. On va écouter un petit peu leur réaction. On va écouter la réaction d'Olivier Dalloglio qui est forcément très déçu de ce résultat, mais pour lui, c'est mérité. Et on va écouter TJ Savanier, justement, il revient avec le préparateur de cette équipe de Nîmes. Justement, ils se sont préparés à tirer les coups francs. Vous allez les écouter tous les deux. Oui, c'est difficile, 4-0 c'est difficile, même j'allais dire 2-0 à la mi-temps aussi. On a un petit peu chargé, mais enfin bon, on l'a aussi cherché, parce que les buts on les a donnés. Donc c'est ce qui m'ennuie un petit peu. Après, il y a une petite réaction, mais enfin trop timide pour pouvoir marquer. On sent encore que certains sont pas là, sont pas assez présents, beaucoup de doutes dans la tête. Bon, on sent qu'on est fragile, déjà fragile défensivement. Et puis après, ça se diffuse un petit peu partout sur les attaquants. Je t'avais pas vu en mettre un. En fait, il en avait mis deux, mais j'ai fait exprès pour tisser un petit peu. On a tiré après l'entraînement des coups de pied arrêtés. Ouais, je n'ai pas mis beaucoup au fond et comme il a dit, il m'a chambré. J'essaierai de tirer à l'entraînement, de marquer à l'entraînement. C'est mieux, c'est de marquer en match. Et ce soir, j'en ai mis un, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour cette équipe de Nîmes en tous les cas, car cette équipe de Dijon a pris l'eau. On va s'intéresser cette fois-ci aux rencontres qui avaient lieu ce dimanche avec à partir de 15h Nantes qui recevait Guingamp. Et c'est bien passé pour cette équipe de Nantes et mal pour cette équipe de Guingamp qui en a pris 5. Ça commence tout d'abord par Emiliano Sala à la 43e minute de jeu sur penalty, avant que Valentin Rongier à la 63e minute de jeu n'inscrive son but. Ensuite, c'est Touré 70e, Andrei à la 78e minute de jeu et c'est un doublé pour Emiliano Sala à la 83e minute de jeu. C'est carton plein pour cette équipe de Guingamp qui avait besoin de points et qui prenait plus beaucoup de buts ces temps-ci. Et on va écouter les réactions justement de Valentin Rongier qui lui dit tout simplement si je marque, c'est que c'est bon signe pour l'équipe. Et de l'autre côté, du côté de Guingamp, Nicolas Benezé, c'est dur de prendre autant de buts, on n'était plus habitué. Enfin, on n'était pas habitué car on ne peut pas s'habituer à prendre quand même 5 buts tous les week-ends, ça fait quand même beaucoup. Ouais, c'est bon signe. Si moi je marque, c'est que c'est vraiment bon signe. Non, c'est toute l'équipe, on se sent bien en ce moment. On savait que ce match allait être difficile si on ne faisait pas ce qu'il fallait, mais on se l'est rendu plutôt facile. Donc c'est positif, c'est qu'on garde les pieds sur terre et que malgré la bonne dynamique, on ne se laisse pas aller, on continue de travailler. Oui, on avait fait le plus dur, le fait de marquer le premier but avant la pause. On savait que Guingamp allait vouloir essayer de marquer, de recoller au score parce qu'ils avaient besoin de points. Donc la stratégie c'était de les attendre comme un petit peu contre Toulouse pour pouvoir contrer et ça a bien fonctionné. Ouais, c'est vrai que ça nous plombe moralement parce que comme vous le disiez, on n'avait pas pris beaucoup de buts, on avait pris deux buts sur les 6 derniers matchs si je compte la coupe. C'est vrai que là ce soir ça fait mal parce qu'on était parti pour faire un match solide comme on l'avait fait précédemment. Malheureusement ce soir il n'y a rien pour nous. On n'est pas aidé par les arbitres. Je ne remets pas la faute sur l'arbitre, mais c'est vrai que l'arbitre avec le penalty, ça nous plombe un peu. Après, nous, on n'a pas fait le job, que ce soit offensivement et défensivement, on n'a pas été bon. Ouais, mais c'est pas une excuse non plus, parce que même les joueurs qui étaient blessés ou suspendus, ils n'étaient pas là les matchs précédents. On a réussi à faire de bonnes choses. Après, voilà, c'est un match à oublier, c'est fait. Va falloir qu'on se démène contre Lyon à la maison. Va falloir se démener contre Lyon, n'est-ce pas, Fred ? Oui, ça va être un peu compliqué pour les Guingampais. Ah oui, prendre 5 buts comme ça fait mal quand même. Surtout qu'ils sont à 4 points du premier non relégable.
3 points. 3 points du premier Non, non 4 points, pardon, t'as raison. Du premier non relégable qui est Dijon et qui est Ils sont 17ème avec 11 Monaco, points. Guingamp en plus. C'est ça, ils sont dans le même bateau que Monaco, car pour le moment, Ils ont les 7 deux. points tous les deux. C'est ça, les deux ont 7 points, ils sont 19e et 20e. On part cette fois-ci du côté du stade de Geoffroy Guichard. Bon, là, tu vois où c'est qu'on est. Ah oui, on est dans le chaudron. Il fait Les bon. Verts. Il fait bon. Enfin bon, peut-être pas trop en ce moment parce qu'on va commencer à se rapprocher de la mauvaise période. Et du côté des Verts, c'est l'AS Saint-Étienne qui recevait le SCO Angers de Stéphane Moulin. Et ça s'est bien passé pour Saint-Étienne. Pourtant, il y a eu des buts dans cette rencontre. Il y a eu 7 buts. Donc 7 buts là, 5 buts du côté de Nantes. Ça fait on est déjà à 12 buts. Et après, on verra combien il y a eu de buts entre Montpellier et Marseille. Et on commence. Oui, il y a eu des buts également. Il y a beaucoup de buts dans cette Ligue 1 cette saison. Et les années précédentes aussi. Et comme ça fait taire un petit peu Oui, il y en a eu pas mal quand même. tous les journalistes qui, à un moment donné, disaient qu'il n'y avait pas assez de buts en Ligue 1. Cette fois-ci, je pense qu'on n'entend plus parler. Donc, c'est qu'il doit y avoir quand même pas mal de buts. 4-3 que les Saint-Étienne a gagné. Et c'est pourtant Angers qui ouvre le score par Pavlovic à la 24e minute de jeu, avant que Loïs Diony à la 26e n'égalise pour cette équipe de Saint-Étienne. Ensuite, Mathieu Debuchy et Fabien Tête à la 45e. Voilà, ça a été très très vite. Pardon, excusez-moi. J'avais un chat dans la gorge. Avec ensuite Manso, c'est plutôt Baoken déjà à la 71e minute de jeu. Il y a 3-2 pour Angers. Avant que Manso, 73e, n'inscrive le but contre son camp en faveur de Saint-Étienne. 3 partout. Et c'est finalement l'ex-byzantin Romain Amouma qui, à la 89e minute de jeu, offre la victoire à cette équipe de Saint-Étienne. Un bon résultat pour Saint-Étienne. En tout cas, c'était pour les Verts qui sont en course pour l'Europe, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était un excellent match. On va écouter justement les réactions. La réaction d'un des buteurs, Mathieu Debuchy, qui lui dit on devait se reprendre après nos dernières contre-performances. Et Stéphane Moulin lui dit comment on peut faire quand on marque déjà 2 fois contre son camp. Forcément, c'est déjà un peu plus compliqué. Et on est rassuré parce qu'on a gagné. On se devait de gagner à domicile après nos contre-performances. C'était important pour nous, surtout avant cette trêve internationale. On veut prendre le plus de points possible. Après, tout n'a pas été parfait, ça c'est sûr, mais voilà, on n'a rien lâché. Toute l'équipe a bataillé jusqu'au bout, ce qui nous manquait avant. Donc là, on a vu que tout le monde a joué le jeu, tout le monde s'est battu et au bout, il y a cette victoire qui fait énormément de bien au groupe. Un match un peu fou. C'est vrai que voilà, on se fait peur de temps en temps, mais au final, il y a, comme je l'ai dit, il y a cette victoire. Et ce soir, on va retenir cette victoire qui fait du bien pour le club, pour les supporters, pour le groupe. Il nous reste un match maintenant encore à domicile contre Reims et on va tout faire pour le gagner avant cette trêve. Non, la colère, je l'avais à la mi-temps. Parce que j'estime qu'on a pris 2 buts complètement évitables où on n'est pas au marquage sur le premier, 2 fois. Et sur le deuxième, on saute même pas pour empêcher Debuchy de prendre le ballon de la tête. Donc j'étais un peu en colère pour ça. Mais sur la deuxième mi-temps, je trouve que voilà, on a fait une bien meilleure seconde période et malheureusement, on marque 2 buts contre notre camp. Donc c'est compliqué de gagner un match quand on met 2 buts contre son camp. Je trouve qu'on n'a pas défendu comme on défend habituellement. Alors est-ce que les Stéphanois ils sont pour quelque chose? Certainement. Mais on n'a pas été fidèle à ce qu'on fait habituellement dans le secteur défensif. Je trouve qu'on a manqué d'agressivité, on a été un peu trop passif à mon goût, à l'image de ce qu'on a fait, c'est-à-dire dès qu'on a marqué un but, on en a encaissé un. Donc ça veut bien dire que... Alors je veux bien croire à la réaction des Stéphanois à chaque fois, mais bon, 1 fois, 2 fois, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup pour Stéphane Moulin. Et au classement, cette équipe de Saint-Étienne est pour le moment 5e avec 20 points. Et on retrouve cette équipe d'Angers 15e avec 12 points. Dernier match de cette 12e journée en Ligue 1, c'était le choc... Attends, bouge pas, je te mets ton micro.
Vas-y. On va direction au stade de la Mosson. Et c'est ça, le stade de la Mosson pour le derby du Sud entre Montpellier et l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui sortait d'une défaite face au Paris Saint-Germain au stade Vélodrome et qui avait envie, c'est ça, qui avait envie de se reprendre, mais elle est tombée sur un Montpellier qui est en forme en ce moment. Et ça fait, résultat, 3-0. Qui avait 0-0 à la mi-temps. C'est ça, un doublé de Gaëtan Laborde à la 51e minute de jeu et à la 62e minute de jeu. C'est vrai que cette saison, ils ont beaucoup d'atouts offensifs du côté de Montpellier avec Gaëtan Laborde, avec Andy Delors également. Ça fait vraiment une paire d'attaquants top niveau pour le moment. Et c'est quelqu'un de la région, Andy Delors, il est de 7 pour être précis. De la région, la région de Montpellier, pas la région d'ici. Moi, je pensais que tu parlais de la région d'ici. Je pense que j'ai entendu ça hier soir. Oui, bien sûr. C'est bien pour ça qu'il est revenu dans ce club-là. C'est parce qu'il a toutes ses attaches du côté de Montpellier. Et ça fait en tous les cas le bonheur de cette équipe de Montpellier. Ensuite, on a le dernier but à la 70e minute de jeu. C'est Paul Lannes. Et ça fait 3-0 pour cette équipe de Marseille. Donc forcément, c'est difficile. En tout cas, pas pour Andy Delors. Car pour lui, on montre à tout le monde qu'on sait jouer du côté de Montpellier. Qu'on sait bien jouer, bien évidemment. Et Boubacar Kamara, lui, le Marseillais, il dit simplement on n'a pas le droit de montrer ce visage-là. Ouais, ça fait un moment qu'on passe des bonnes soirées ici ou même à l'extérieur et voilà, ça fait du bien. Donc voilà, ça confirme un peu notre début de saison. On est fiers et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on prouve à tout le monde que voilà, on est bien à notre deuxième place. En première période, on a eu du mal à rentrer où je trouvais qu'on était un peu trop loin, les défenseurs et les attaquants, et justement ils en profitaient de ça avec les milieux marseillais qui décrochaient. En seconde mi-temps, quand on allait chercher un peu plus haut, c'était un peu plus facile pour nous. On arrivait à se projeter vite de l'avant et c'est ce qui a fait la différence. Après voilà, dès qu'on mène 1-0, cette saison on arrive à chaque fois à pousser, et, voilà, à mettre des buts et voilà, c'est parfait pour nous. Mais après, ça fait depuis le début de la saison, à chaque fois on nous disait on attend les gros. Voilà, maintenant on a commencé à prendre des grosses équipes et voilà, on prouve à tout le monde qu'on sait jouer au ballon, qu'on sait marquer des buts et surtout qu'on sait bien défendre. On a joué en 11 plus ceux qui sont rentrés, on a tous sombré en cette deuxième mi-temps. On n'a pas le droit de montrer ce visage-là, excusez-moi. Et on a tous sombré en deuxième mi-temps. Non, après on a montré sur le match contre le PSG qu'on avait cette envie-là, mais il faut le répéter à chaque match, que ce soit contre le PSG ou devant 65 000 personnes au Vélodrome, il faut montrer toujours ce visage-là. Il faut montrer toujours ce visage-là, mais il faut aussi montrer un autre visage. En tous les cas, cette équipe de Marseille s'incline 3-0 du côté du stade de la Mosson. On va vous donner le classement avec premier le Paris Saint-Germain, 36 points. Deuxième Montpellier, 25 points. Troisième Lille, 25 points également. Quatrième Lyon, 21 points. Cinquième Saint-Etienne, 20 points. Sixième Marseille avec 19 points. On retrouve en bas de classement. 18e Amiens, 10 points. 19e Monaco, 7 points. 20e Guingamp, 7 points. Et Dijon est 17e non relégable avec 11 points. On passe cette fois-ci à la 13e journée qui aura lieu ce samedi 10 novembre avec à 20h Lille-Strasbourg, Guingamp-Lyon. Non, il n'y a pas de match vendredi. Tous les matchs auront lieu là. Il y aura 2, 4, on va rencontrer après. Lille-Strasbourg donc à 20h, Guingamp-Lyon, Rennes-Nantes, Marseille-Dijon, Angers-Montpellier, Saint-Étienne-Reims, Bordeaux-Caen, Nîmes-Nice. Pas facile à dire, Nîmes-Nice, Toulouse-Amiens, et ce dimanche pour le grand format, ça sera Monaco-PSG à partir de 21h. Donc c'est ça, il y aura toutes les rencontres. Donc ouais, non, mais c'est bizarre. Oui, regarde le calendrier, mais moi c'est ce que j'ai en tous les cas. Avec au classement des buteurs, Kylian Mbappé avec 11 buts, Emiliano Sala, le Nantais avec 10 buts, et le Parisien Neymar qui est 3e avec 9 buts. Ah, pourquoi c'était pas ça? Ah, ça n'a pas été machiné. Bon, attends, bouge pas, quitte pas. Oh, on va pas les rassurer, ils n'étaient pas inquiets. Je pense pas. On va donner le bon voilà, ordre du calendrier. Je te laisse faire, donne le bon ordre. Alors déjà, ce vendredi, ce sera Lille-Strasbourg à 20h45, donc vendredi. D'accord. Samedi,
Attendez, il faut que ça charge parce que je suis... Voilà, Ah. à 17h, ce sera Guingamp-Lyon. Ensuite, 4 matchs à 20h avec Toulouse-Amiens, Nîmes-Nice, Angers-Montpellier et Saint-Étienne-Reims. Et surtout qu'il y aura des matchs dimanche avec les Coupes d'Europe en raison des Coupes Bah d'Europe. oui, c'est pour ça que ça me 4 matchs paraissait un petit peu dimanche, bizarre. Avec à 15h Bordeaux-Caen, à 17h le derby breton Rennes-Nantes. Ensuite, il y aura OM-Dijon à 17h aussi. Et donc le grand format Monaco-Paris Saint-Germain à 21h. Eh ben c'est parfait, c'est bien de me corriger quand nos confrères Sachant qu'après, la semaine d'après, ce sera les trêves internationales. Eh oui, ça n'avait pas été sans doute mis dans l'ordre. Ça me paraissait aussi un petit peu bizarre qu'il y ait autant de rencontres. On ne sait pas encore la dernière et l'avant-dernière journée en Ligue 1. Non, ce sera la dernière journée avant la dernière trêve de la saison. Bah oui, c'est pour ça. Dernière trêve internationale.